you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club spécial qui remonte dans la cage pour vous présenter le choc du MMA français amateur. Ce sera le 10 janvier au Zénith de Paris. Alan Landouzi contre Paul Denis Navarro, un énorme choc chez les amateurs et on a la chance et l'honneur d'avoir les deux protagonistes du combat sur le plateau avec nous. Avec moi cette semaine pour en parler, Pat Baba qui reviendra dans le prochain numéro avec plaisir, mais j'ai la chance d'avoir mon streamer préféré de la chaîne Twitch RMC Sport, présentateur du Fighter Club Sunday, c'est le petit frère, le petit bébé de la famille Fighter Club et spécialiste du monde amateur dans le MMA chez nous à RMC Sport. Comment ça va Sacha? Ça va très très bien, très content d'être là et on espère être à la hauteur d'un Baba par exemple. Bien sûr, sur un sujet comme ça, je n'ai aucun doute sur toi. Et on est donc ravis d'accueillir les deux protagonistes du combat du 10 janvier au Zénith de Paris. Paul Denis Navarro, je commence à ma droite, 12-5. Son bilan chez les amateurs, médaillé de bronze au championnat d'Europe IMAF, numéro 1 amateur européen pour Tapologie. Comment ça va Paul? Ça va très bien, merci beaucoup. Yes. Toi, ça va? Ouais, ça va, on est bien entouré aujourd'hui. Carrément. Et la chance également d'accueillir Alan Landouzi, 19-2 en bilan, vice-champion du monde chez les IMAF et numéro 7 amateur mais en Eurasia pour Tapologie puisque tu as combattu dans cette région, donc tu es classé dans la région Eurasia. C'est particulier des fois Tapologie. Et on est ravis également d'accueillir le promoteur de cet événement, celui qui mettra le combat dans son organisation, le patron d'Hexagone MMA, monsieur Jérôme Pourru. Comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'accueil et l'invitation. C'est le vrai patron autour de la table, hein, on est d'accord. C'est lui le boss. Il a une veste, attends déjà. On va allumer une veste. C'est vrai que c'est le seul qui a une veste. C'est symbolique, Sacha, t'as raison, c'est le seul qui a une veste. On sait qui est le patron aujourd'hui. On va donc parler de cet événement du 10 janvier au Zénith de Paris. On avait terminé 2024 avec une émission réunissant les deux acteurs du gros combat franco-français de la fin d'année, Saladin Parnasse et Wilson Varela au KSW. Et on entame 2025 avec les deux protagonistes du gros combat franco-français amateur du début d'année, Alan Landouzi contre Paul Denis Navarro le 10 janvier au Zénith de Paris pour l'événement Hexagone MMA 23. Un choc dans les tuyaux depuis quelques mois et qui devrait enflammer les réseaux sociaux. Comment ces deux combattants ont-ils réussi à monter autant de hype autour de leur affrontement? Et qu'est-ce qu'ils racontent sur l'écosystème créé par le MMA français pour ses amateurs? Le RMC Fighter Club répond à toutes ces questions avec Alan Landouzi, Paul Denis Navarro et Jérôme Pourru en plateau. Merci donc messieurs, on va entamer nos discussions. Déjà Sacha, je t'ai fait la passe dès dans l'intro, mais je le rappelle, tous les dimanches désormais, Fighter Club Sunday, l'émission de débrief du week-end du MMA en images, c'est présenté par Sacha Alix et il vous régale avec des invités toutes les semaines. C'est un petit bébé du Fighter Club, mon Sacha. Bah ouais, un beau bébé sur lequel tu peux reprendre tout le MMA que t'as manqué en 1h30 à peu près. Donc tout un week-end qui correspond à peu près 20 heures de diffusion. Quand on est chez RMC Sport, on te fait le meilleur en 1h30. Donc vous êtes tous les bienvenus le dimanche. Exactement, mais les invitations sont lancées, ils le savent. Je vais commencer par ce combat globalement, donc je disais très attendu, 10 janvier au Zénith de Paris. Comment est né ce combat? Puisqu'on se rappelle, Paul, de votre petite... pas altercation, mais on va dire discussion au bord de la cage, c'était au PEF 5 fin septembre, où tu avais dit sors le chèque et puis on pourra le faire. Il a été sorti le chèque donc? C'est ma première question, Paul. Ça faut demander au boss, mais ouais, je crois que les moyens ont été mis en place pour qu'on le combat le fasse. Mais évidemment, c'était une phrase pour titiller les gens. Mais je sais que les gens n'aiment pas trop qu'on parle d'argent. Mais évidemment, si on peut gagner notre vie en tant qu'amateur, je sais que ça plaît pas à beaucoup de personnes. C'est avantageux. Je pense que Alan le sait. C'est difficile de vivre du MMA. Donc si on arrive à pouvoir toucher un petit peu de sous un minimum pour pouvoir s'entraîner correctement et vivre de sa passion, c'est bénéfique. Donc effectivement, sortir la phrase que j'ai dite, sortir le chèque, c'était pour titiller un petit peu les esprits qui... On va y revenir, mais on le dit tout le temps ici, c'est du prize fighting. Donc vous avez bien raison, on prend pas des coups dans la tête pour le plaisir, on en prend pour gagner sa vie. Donc à un moment, quand ça peut payer, il faut que ça paye. C'est un plaisir, mais il faut réussir à en vivre. Exactement. Jérôme, comment est né ce combat un peu dans ta tête, toi, en tant qu'organisateur d'Hexagone? Est-ce que ça fait longtemps que tu l'avais en tête? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce gros choc du 10 janvier? Alors pour être franc, ça fait longtemps qu'on en a parlé avec le coin de Paul. C'est vrai qu'Alan, on savait que tu étais sur d'autres orgas et on avait vraiment envie de proposer ce combat parce qu'au-delà du combat amateur, c'est vrai qu'on présente le sport comme un combat amateur. Pour moi, c'est juste du MMA en fait. C'est vrai qu'on est obligé de le catégoriser parce que les règles notamment ne sont pas les mêmes, mais en réalité, c'est que Alan
Paul, ils vont avoir une plateforme professionnelle. Il sera au Zénith de Paris. Ça sera une soirée magnifique. Et il reste encore quelques places, mais il en reste plus beaucoup. Donc voilà, ça sera 5200 personnes au Zénith pour assister à un combat de MMA avec les règles amateurs. Et c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec toi, Alex, avant de commencer l'émission. Contrairement à la boxe, où on qualifie la boxe amateur de boxe olympique, moi je verrais plutôt, tu vois, du MMA olympique, parce que c'est aussi valoriser ces deux athlètes qui s'entraînent vraiment comme des pros avec des moyens de pro. Si un jour, parce que c'est dans les tuyaux de l'IMAF de mettre le MMA aux Jeux Olympiques, si un jour c'est olympique, on l'appellera comme ça. Et j'espère, parce que c'est vrai que présenter ce combat-là comme un combat amateur, c'est loin d'être la réalité. Et comme je le disais, voilà, ils s'entraînent déjà depuis des mois pour ce fight-là, parce que tu parlais de hype, et c'est vrai que oui, ce combat a une grosse hype, a une grosse demande, et c'est mérité parce que les deux combattants savent communiquer, et aussi ils ont aussi un palmarès et des qualités sportives qui s'allient à la fois au présent, mais surtout, et c'est ce qu'on verra sans doute au futur. Ouais, c'est hyper important de préciser, on est sur des combattants qui n'ont d'amateurs que les règles en fait qu'ils vont utiliser dans la cage, parce que la manière dont vous vendez le fight et dont vous vous préparez, comme tu l'as dit, c'est clairement professionnel. Aujourd'hui, faut pas s'étonner si ils arrivent à se faire un petit peu d'argent, c'est parce qu'ils génèrent aussi tout cet enthousiasme, tout cette hype. Donc j'ai vraiment envie de dire que c'est plus proche du professionnel que tout ce qu'on croit, et ils vendent et ils font la promotion de ce combat comme des vrais professionnels. Et à partir de là, en fait, moi je fais un parallèle, ça me fait penser un petit peu à tout le système sport universitaire aux États-Unis, où tu suis des jeunes, justement, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a également des sous, etc. C'est comme ça qu'il faut voir le MMA amateur, tu vois. C'est pas c'est les mecs qui se la pètent alors qu'ils sont même pas encore pros. Les gars, ils te vendent l'événement. Enfin, Paul, il a déjà à Colmar, je crois, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient venus pour le voir. Alan, c'est peut-être un petit peu plus méconnu, mais on sait que sportivement aussi, il a un très très gros palmarès, une très très grosse dynamique. Les gens du milieu le savent, et c'est un combat que tout le monde veut voir. Donc franchement, chapeau à eux deux pour ça, parce que ils renvoient aussi, je pense, une très bonne image de ce sport qui est légal depuis 4 ans. Je pense qu'ils vont inspirer les prochaines générations, et moi je suis très content que ce combat se passe en tout cas. Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose? Ouais, j'allais donner la parole à Alan, mais vas-y. Juste un petit détail qui n'en est pas un. Quand tu as dit Paul sort le chèque, alors il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui se sont offusqués de cette phrase-là, mais tu avais raison de le faire, parce que Alan, alors effectivement tu as un statut amateur, mais tu ne vas pas combattre pour zéro, et je préfère le dire parce qu'en fait il va y avoir du monde dans la salle, et que c'est un combat qui est attendu. C'est ça qu'il faut retenir, c'est un combat attendu qu'on a la chance de pouvoir promouvoir. Alan, toi, comment est né un peu ce combat dans ta tête? Est-ce que c'est quelque chose que tu visais depuis longtemps? Quand il y a eu cette discussion au bord de la cage au PEF, est-ce que c'est bon, on le fait, c'est sûr? Est-ce que tu peux me raconter ton point de vue là-dessus? Comment est né ce combat? Moi, ça a tout le temps été simple. J'ai tout le temps voulu rencontrer les meilleurs. Et à ce moment-là, il était premier, encore maintenant, il est premier au classement français. Du coup, moi, je prends les meilleurs, et c'est pour ça que j'ai voulu le call-out au PEF5. Il y a une rivalité entre vous, les gars, ou c'est du sportif? C'est à voir juste qui est le meilleur. On a eu, je disais, on a fait une émission avec Wilson Varela et Saladin Parnasse, et la conclusion de cette émission, c'était ils sont super potes, il n'y avait pas de rivalité, et c'était juste on va voir qui est le meilleur pendant 25 minutes, et puis après on se tapera dans la main à la soirée. Comment vous vous positionnez là-dessus? Moi, il y aura toujours une rivalité. Mon adversaire, c'est avant le combat en tout cas, et pendant le combat, c'est quelqu'un qui veut me prendre ma hype, comme c'est dit, ou ma carrière. Je le vois comme ça, mon futur. Donc évidemment, moi, j'aimerais pas dire un ennemi que je dois abattre, mais c'est quelqu'un qui est sur mon chemin et que je dois terminer. Donc, mais après le combat, il y a aucune guerre. On peut faire boire un verre, s'entraîner ensemble, il y a pas de souci. Mais avant le combat et pendant le combat, ce sera la guerre. Et voilà, je sais que lui il veut me mettre des bâtons dans les roues. Moi, je veux tracer ma route tout droit. Je veux aller le plus haut possible. C'est un obstacle qui est sur ma route, donc je viendrai passer le balai, on va dire. Alan? Moi, c'est un peu la même optique. Moi, c'est pendant la cage, ça va être la guerre. Et après, on peut faire pote, quoi. Moi, je m'en fous. Mais pendant et avant, ça va être la guerre. Ça, c'est sûr. Jérôme, cet événement, quand il a été annoncé, ce combat, vous avez sorti un poster. Je te l'ai déjà dit, il est sublime. Je dis souvent, voilà, les posters en MMA ces dernières années, même à l'UFC, je les ai trouvés souvent ratés. Celui-là, il est sublime. Ce sera le main event ou pas? Alors ça ne sera pas le main event, ça sera pour moi un autre moment tout aussi important. Ça sera le premier combat à 20h30 sur RMC, parce qu'on avait envie de commencer de façon très spéciale, et c'est vrai qu'il va y avoir que des combats attendus. Il va y avoir des débuts pro, on pense à Walid Tandia, on pense au retour de Mathieu Leto aussi après sa chance à
l'UFC, le retour de Théo Ulrich. Bref, il va y avoir une très très grosse carte. Et moi, j'avais envie de commencer aussi par ce combat-là, parce que c'est un combat très spécial, qui est très difficile à matcher aussi, parce que on a beaucoup de retours aussi du milieu qui disent ah mais c'est pas normal, ce combat, les combats amateurs, ça va pas être sur les main cards, ça doit pas être aussi haut. Mais c'est pas ça le débat. Pour moi, le MMA. Et excuse-moi de te couper, mais t'as pas eu l'idée de te dire bah vas-y, je leur réponds encore plus et je le fous en main event? Écoute, c'est pour moi en fait commencer une soirée avec ce combat-là, c'est aussi un message envoyé, parce qu'au final, Hexagon MMA promeut le MMA. Que ce soit amateur ou professionnel, pour moi il n'y a pas de différence, ça sera la fête du MMA et ça sera le 10 janvier au Zénith de Paris. Ok, on entend bien l'idée. Je voulais aussi qu'on vous découvre avant que vous discutiez un peu plus sur le combat et ce que vous en attendez tous les deux. Mais on est une émission aussi un peu plus grand public à RMC, donc je voulais qu'on découvre vos parcours. Et je vais m'appuyer aussi sur Sacha qui vous connaît bien, qui vous suit depuis longtemps. On va commencer par Alan, parce qu'il est le moins connu des deux, je pense, Paul. Tu ne tiendras pas ombrage de commencer par lui. Sacha, tu peux nous dire un peu quelques mots déjà sur Alan, d'où il vient, comment on l'a découvert sur cette scène MMA amateur français? Yes, alors je parle sous le contrôle d'Alan qui est juste à côté, hein, donc s'il y a le moindre problème, tu peux m'arrêter, n'hésite pas. Mais concrètement, Alan, il est l'incarnation de comment le PEF s'est imposé comme une bonne organisation amateur en France. Je pense que c'est ça le premier élément. C'est un combattant qui vient du Nord. Et la grosse particularité que moi je te trouve, c'est que tu as vraiment ce profil de pur lutteur MMA, qui n'est pas forcément le plus courant qu'on voit dans les combattants professionnels français. J'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est une histoire de famille aussi. Les Landouzi sont très autour de la lutte, justement. Et on a ce profil qui l'a montré lors des mondiaux et particulièrement efficace dans une petite cage quand les rounds sont un petit peu plus courts, va très très vite chercher les amener au sol, capable de finaliser en soumission ou sur du gros ground and pound, et des bonnes liaisons dans sa manière de combattre debout et d'amener les choses au sol. Est-ce que ça te va comme ça? Ouais, c'est ça. On est bon, Alan? Ouais, Comment il parlait de cette finale des mondiaux, c'était au mois de novembre, t'as médaillé d'argent au mondiaux IMAF. Ouais. T'as digéré l'adversaire qui accroche la cage? Parce qu'on rappelle qu'en finale, ton adversaire accroche la cage et qu'il n'y a pas d'intervention sur cette faute. Digérer, c'est dur à digérer, mais bon, on n'a pas le temps de faire un cinéma et on repart vite au boulot et on pense à la prochaine date. Et c'est tout. Quelle est ta vision sur le passage chez les professionnels? Est-ce que c'est déjà décidé dans ta tête? C'est ce qui te reste des combats amateurs? Est-ce que tu vas refaire les IMAF? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? J'aimerais faire les Europes et après, pourquoi pas... printemps Comment? Au printemps là à venir, printemps 2025. Février. J'y pense de plus en plus. Sinon, après ça, passer pro. Après, j'ai quelques combats à faire avec l'Hexagone. Mais sinon, je pense après passer pro, oui. C'est quelques combats en règle amateur chez Hexagone pour l'instant? Oui. Ok. Bon, de toute façon, on sait qu'il y a les passerelles chez les professionnels du côté de Monsieur Jérôme Pourru, ça c'est évident. T'as bien suivi, Alex. On passe à Paul, bien sûr. Sacha, tu veux nous dire quelques mots et puis on complétera avec lui. Paul, c'est un parcours un petit peu différent. T'as fréquenté plusieurs salles, tu viens de Rennes, t'es passé par le NR Fight, aujourd'hui t'es à l'US Metro, ce qui a été le grand boom dans ta carrière. Et pareil, tu peux me corriger ou m'arrêter quand tu veux. Je pense que c'est ce qui s'est passé du côté d'Ibra TV avec YFC qui a mis énormément de lumière sur toi. Mais derrière, t'as continué à assurer quand même avec tout ce qui se passait au niveau des championnats de France amateurs où tu prends le titre, l'équipe de France derrière. Pas forcément le même profil sur le papier qu'Alan, parce qu'il me semble que toi, tu viens du judo initialement. Ouais, quand j'étais tout petit, j'ai fait de mes 4 ans, mes 8 ans. Donc je viens un peu du judo au début. Ouais. Et aujourd'hui, Paul, c'est la lumière du MMA amateur. On va pas se leurrer. Je l'avais déjà dit dans un contenu à moi personnel, quand tu arrives dans un combat amateur où tu es très attendu sur un événement et tu arrives à sortir un KO en 5 secondes, il y a quelque chose de spécial. Alors, c'est pas T'es ravi de l'avoir sur RMC, celui-là. C'est exceptionnel. C'est moins le style un petit peu rouleau compresseur. Alan, pour faire un peu des profils vulgarisés, je dirais qu'Alan est un peu dans un style de rouleau compresseur. Avec Paul, on sait jamais ce qui peut se passer. Et je trouve que c'est aussi une très très grosse qualité. Et il a montré qu'il était capable de finir également sur des phases de striking et des phases au sol. Il y a eu un combat qui a été particulièrement suivi, c'était celui à l'AEF face à Ibou Marna. Et c'est là aussi on a pu voir, je pense, la capacité de Paul à vraiment être un des visages du MMA en France, à avoir les beaux discours, à avoir les bons termes et surtout à savoir vendre des événements et créer des hypes. J'adore Sacha quand même qui peut me sortir toute la carrière de tous les amateurs français aujourd'hui. Il a dit bien révisé avant. Paul, tu as des trucs à rajouter? Et moi je voulais te poser plus globalement une question aussi, c'est comment tu l'expliques ton explosion? Parce qu'il y a Ibra TV, il en a parlé Sacha, mais il y a beaucoup de mecs qui sont passés à Ibra TV, il y a beaucoup de mecs qui ont combattu en amateur. Comment t'expliques que toi, contrairement aux autres, où
plus que les autres en tout cas, t'as explosé à ce point-là? J'essaie de partager un maximum la vie du combattant, mais pas. C'est marrant parce que j'en parlais ce midi avec les équipes avec qui je travaille sur les réseaux sociaux. On veut raconter une histoire, on veut transmettre de l'émotion, on veut montrer l'humain, on veut montrer que c'est un sport difficile, qu'il y a des magnifiques moments, mais il y a des moments très difficiles aussi qu'on voit pas souvent. Et puis j'essaie de m'exprimer correctement, j'essaie de développer d'autres compétences autres que le combat, parce que combattre c'est bien si on arrive à le faire correctement, mais si on arrive à développer d'autres compétences à côté, c'est encore mieux. Et voilà, et puis les réseaux sociaux, c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui, donc on essaie d'approfondir le sujet un maximum à chaque fois, voilà, et d'apporter un engouement sur les combats, de vraiment faire monter une rivalité. Voilà, que c'est ça que les gens veulent voir en fait. Tout le monde aime ça. Et pourquoi les téléréalités ça marche beaucoup? C'est pas forcément. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais les téléréalités des Marseillais, tout ça, ça marche. C'est un peu des conneries, mais en fait c'est des rivalités entre les gens. Les gens aiment ça. On va me voir des chamaillements, voilà, des dramas exactement. Donc c'est comme ça qu'on fait monter un combat et j'aime ça. C'est stratégie à mettre en place pour essayer de rentrer dans la lumière et que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui sont dans l'ombre, qui peuvent être meilleurs que moi ou meilleurs que... Il y a toujours mieux que nous dans notre sport, mais le faire vendre et amener une lumière dessus, c'est pas simple. Mais je rebondis parce que c'est marrant. Dans ta réponse, t'as dit, je sais même pas si tu n'en es aperçu, t'as dit c'est les réseaux sociaux qui me font vivre. T'as pas dit c'est le combat qui me fait vivre. Oui, c'est vrai. À quel point ça te prend aussi du temps, ça? Et est-ce que tu vois, c'est quelque chose que tu bosses beaucoup? Comme tu disais, je sortais j'ai fait une réunion ce midi par exemple avec les mecs. À quel point ça te prend du temps? Ça prend du temps effectivement, mais là justement c'est difficile Au point de bouffer sur l'entraînement? Non, parce que je sépare bien les deux, mais il y a des phases que je dois consacrer au lieu de me reposer. Je travaille, on réfléchit à des stratégies, je dois gérer enfin, je suis aidé, hein, mais on trouve des idées de vidéos, il faut gérer les tournages, trouver les personnes avec qui on veut tourner, les montages, on doit faire des retours. Il y a plein de choses à mettre en place. Mais non, après moi, ce combat, je le prends extrêmement au sérieux. Donc c'est pour ça que les personnes qui me suivent pas mal sur Instagram et YouTube voient que je me suis pas mal retiré ces derniers mois depuis mon dernier combat en septembre. J'ai rien posté sur YouTube, je me suis un peu mis en retrait pour vraiment me focaliser un maximum sur ma future performance, me concentrer pleinement sur mes entraînements. On a ramené des gros lutteurs pour me préparer. On a vraiment mis tout ce qui était possible en place pour que j'arrive à mon meilleur niveau le 10 janvier. Mais je vais revenir sur ce mois de décembre. On a déjà fait des contenus qui vont sortir prochainement, mais je veux que ce soit de la qualité. J'ai essayé de sortir 2-3 vidéos de mon côté tout seul. Je veux donner de la qualité aux gens. Je veux que ce soit qualitatif. Je veux qu'il y ait une histoire, il y a un fil rouge, on raconte quelque chose, il y a des belles images, il y a du changement. Pas une vidéo pour une vidéo. Voilà, c'est ça. Donc ça prend du temps, il y en a pour qui c'est leur métier de faire des vidéos, il y en a d'autres c'est leur métier d'être combattant. Moi je cumule les deux, même si je suis aidé, c'est pas simple. Donc on veut faire les choses correctement, ça prend du temps, mais ça va payer, c'est sûr. Alan, comment tu te situes toi par rapport à tout ça? J'ai l'impression que t'es moins quelqu'un qui va chercher cette lumière des réseaux sociaux. C'est quelque chose que tu comprends qu'aujourd'hui ça fait partie de ce qu'il faut faire pour être un combattant qui rapporte aussi, parce que je le disais au début de l'émission, c'est du prize fighting. Vous êtes là pour gagner votre argent et gagner votre vie avec ça, c'est pas pour le plaisir qu'on prend des coups. Comment tu te situes par rapport à ça? Moi, comment je me situe, moi j'ai pas envie d'avoir une grosse hype, entre guillemets, je m'en fous un peu de ça. Tant que je fais mes combats, je gagne mes combats et je vais tout droit vers mes objectifs. Moi je m'en fous un peu. Après moi je comprends qu'il y en a qui veuillent avoir de la hype, tout ça, mais moi ça m'est égal. Tu cherches une hype sportive. Quand tu veux affronter quelqu'un comme Paul, quand même, tu sais qu'il y a cette hype qui va avec. Je veux dire, tu aurais pu prendre un autre 66 classé. Pourquoi c'est Paul particulièrement? C'est parce que il y a un truc qui te fait tiquer sur Paul ou? Ouais, c'est sûr, mais après, moi, tu me dis qui est numéro 1, je le prends maintenant. Ok, c'est vraiment la place numéro 1? Ouais, c'est ça, c'est pas avec sa hype. Moi, je m'en fous un peu de sa hype. Ok. Oui, ça aurait pu être Paul, Pierre ou Jacques, ça changeait pas l'idée. Ouais, moi, c'était le numéro 1, 2 ou 3, je m'en foutais un petit peu. Ok, Voilà. c'est intéressant. T'as pas dit à un moment que tu voulais prendre la hype sur une vidéo, un truc comme ça? T'avais dit je vais prendre la hype de Paul. Et où j'ai dit ça? Je crois que j'ai vu une vidéo où tu disais ça. Bah, ressors la vidéo et tu me montres. Ok, j'avais un doute, mais je vais vérifier. Mais on reprend ce que disait Paul. N'hésitez pas à discuter comme ça. On est là pour ça. Non, j'ai jamais dit ça. Moi j'en suis sûr, j'ai jamais dit ça. D'accord. Ce qui est hyper important dans ce que dit Paul, et je pense que c'est un message qu'il faut aussi transmettre aux autres combattants, c'est cette importance en France d'avoir des personnages. On a besoin de s'attacher à ces personnages. Paul est un personnage, Alain est un personnage également. Et malheureusement, il y a pas mal de combattants qui sont déjà professionnels, qui ont connu le sport un petit peu caché, qui n'osent
pas se montrer, qui n'osent pas montrer qui ils sont réellement, qui n'osent pas montrer toute la réalité qu'il y a derrière. Et malheureusement, après, qui vont développer une sorte d'aigreur envers des combattants comme Paul. Mais non, mais même si vous êtes plus âgé, de montrer qui tu es vraiment. C'est pas simple aussi de se mettre à la nuit devant la caméra, d'exprimer les choses, de raconter. Après, souvent l'entraînement, en plus, c'est souvent redondant. Tu t'entraînes, tu manges, tu dors. Donc, faut trouver des choses à dire. C'est aussi un truc de personnalité. Il y en a qui sont plus à l'aise à le faire, moins à l'aise. Mais je pense que tu vois, il y en a beaucoup aussi qui vont hate entre guillemets sur Paul. Ouais, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, ça fait 20 ans que je fais ça. Je touche moins, il a peut-être plus, il a ci, il a ça. Mais t'entends tout le travail qu'il a à côté pour développer ça. Je veux dire, les choses, elles viennent pas gratuitement non plus. Et aujourd'hui, moi, je pense que même si t'es plus âgé ou t'as un peu plus d'expérience que Paul, il est inspirant pour même des mecs qui connaissent pas tout ça, tu vois. Comment tu te situes, Jérôme, par rapport à ça, puisque toi, t'as des professionnels et tu vois le travail que peuvent accomplir un Paul et un Alan pour vendre ce combat-là, et comme ça fait de la hype autour, des fois, tu te dis, les professionnels feraient bien d'aller s'inspirer de mes petits amateurs? Bah écoute, c'est un exemple, c'est un cas d'école en fait, comme tu le disais. Le côté amateur français, c'est un vrai cas d'école, il n'existe nulle part ailleurs. Le développement de ce circuit amateur, c'est un petit peu la façon dont on construit le sport en France, avec la pyramide, avec les amateurs en bas et les pros en haut, avec une passerelle assez évidente. Mais par rapport au storytelling, par rapport à la mise en avant, oui, en fait, ils ont à apprendre les pros, parce qu'au-delà d'avoir une performance sportive, on demande maintenant une performance de communication, d'être embarqué dans le train, si je peux reprendre cette expression. Mais là où je voudrais rajouter un petit mot par rapport à cet échange-là, c'est que Paul Dena, comme Ibra TV ou comme Greg MMA, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des combattants et des influenceurs. Greg MMA qui est aussi chez vous, Ibra également, on a un combat qui se dessine dans quelques mois, si j'ai bien compris. Effectivement, les contrats sont signés, et d'ailleurs j'aimerais aussi envoyer un big up à Greg, parce que il était récemment avec Robe Déter en main event sur de la boxe. C'est un homme qui sait se challenger, c'est un homme de valeur, et on est très heureux de l'avoir à Hexagone MMA. Et effectivement, il risque de se passer pas mal de choses entre Greg et Ibra, vu que les contrats sont signés. Maintenant, on a à se poser autour de la table pour discuter des petits détails, mais 2025 promet d'être une année exceptionnelle pour Hexagone MMA. Et tu disais bien se faire ce distinguo, pas des influenceurs, mais des combattants. Exactement. Et d'ailleurs, je vais t'apporter un petit peu les discussions qu'on avait eues avec Ibra TV. Moi, directement, je lui avais dit, je ne veux pas un influenceur qui joue au MMA, parce que moi, ma façon de voir les choses, déjà on ne joue pas au MMA. Mon MMA à moi, c'est que je dois voir une performance sportive. J'ai pas envie que ce soit un influenceur qui joue au MMA, qui s'est entraîné pendant un mois et puis il se dit ça va passer comme ça passera. Non, en fait, nous à Hexagone MMA, c'est de la performance sportive avec effectivement la puissance de communication de RMC, d'un Paul Dena, d'un Ibra TV, d'un Greg MMA. Mais voilà, nous, on a à cœur de présenter le MMA dans sa pureté sportive. Question à vous deux, les deux combattants pour le 10 janvier. Qu'est-ce que vous attendez sportivement de ce combat? Est-ce qu'il y a des choses que vous craignez de l'autre? Est-ce que vous avez l'impression d'être nettement supérieur à l'autre? Comment vous vous situez par rapport à ça, Alan? Moi, je suis... Ah pardon, vas-y, excuse-moi. Comme vous voulez. Moi, ce que je crains, c'est que, comme tu as dit, il savait un peu tout faire. Du coup, on doit se méfier de tous les points. On se prépare à ça pour être prêt le jour J. Et voilà. Moi, je sais qu'Alan, il a une grosse lutte agressive. C'est son gros point fort. Et ça lui permet d'introduire son ground and pound et plein d'autres choses. Donc je travaille avec des combattants de son profil pour vraiment me préparer au mieux pour contrer ses attaques et moi-même attaquer dès le départ. Donc je crains pas, mais on se prépare correctement pour ses points forts. Et moi je monte encore plus pas mes standards, mais mes crans de striking, mes crans de lutte. Je veux tout améliorer au maximum, tous mes cursus. Comment on dirait ça? Curseurs. Curseurs, merci. Tous mes curseurs pour vraiment être inattendu. Voilà, savoir tout faire, que ça peut être, tout peut partir. On ne sait pas où ça va arriver. C'est ton dernier combat en amateur? Certainement. Certainement, j'aimerais bien passer pro ensuite. On va voir. L'idée, c'est quoi? C'est l'impression d'avoir fait le tour en amateur? Non, pas avoir fait le tour. J'aurais pu refaire d'autres IMAF très longtemps, mais j'ai envie d'aller dans la cour des grands, passer sur des combats sans protège tibia, avec des coudes, des genoux, des combats full contact. Vraiment où il y a des 3x5 et puis on est sur la scène principale quand on peut plus. Après là je suis en amateur, donc parfois je suis un peu on me dit
je passe sur la scène principale tout simplement. Donc je vais être vraiment chez les professionnels, faire ma place et continuer d'avancer. Et j'ai envie de. Est-ce qu'il y a une. Je te dis pas ça parce que je sais qu'aucun combattant n'a peur. Vous montez dans la cage, vous faites des trucs qu'on ferait jamais nous, et je respecterai à vie tous les combattants qui montent dans une cage ou dans un ring parce que vous êtes des hommes à part pour moi. Donc c'est pas une question d'avoir peur, mais est-ce que tu crains ce passage un peu dans le sens où tu vas être très attendu, Paul. Tu vas être très attendu et il y a plus d'un mec qui auront les dents longues pour faire tomber Paul Denat. Non, c'est certain. Il y a de l'appréhension, évidemment, comme chaque combat, parce que j'ai envie de performer, j'ai envie d'être à mon meilleur niveau, j'ai envie de voir un Paul Denat qui performe, qui a 100% de ses capacités, de son potentiel. Donc évidemment, il y a une petite appréhension, mais elle est bonne. C'est une comme pas mal de combattants disent, c'est une boule de feu qu'on a dans le ventre qu'il faut réussir à maintenir, à gérer. Il ne faut pas se laisser brûler et il ne faut pas non plus la faire taire, la refroidir. Donc il y a une petite appréhension, évidemment, qu'elle est là. Mais il n'y a pas de crainte particulière parce que la préparation elle sera faite à 100% et on va tout donner dans la cage à 100%. Il n'y aura pas de marche arrière. Alan, pour rebondir là-dessus, est-ce que toi, dans ce combat, qui n'est pas encore professionnel pour Paul ni pour toi, mais est-ce que ça rajoute un truc d'affronter Paul et de se dire si je bats Paul, je bats le mec qui est très connu sur les réseaux, dont tout le monde parle, donc forcément il y a plus d'yeux qui vont regarder ce combat. Et tu vois, est-ce que ça te rajoute un petit boost de motivation? Ouais, c'est sûr, ça rajoute un petit truc parce que j'ai jamais fait un combat avec autant de hype. Je pense qu'il va y avoir une grosse hype autour de ce combat-là. Mais après, une peur, comme tu avais dit, non, je pense pas. Parce que si tu te prépares bien pendant ta préparation, tu es prêt à 100%, bah, tu as confiance en toi. Et tu n'as pas de peur à avoir. Vous avez cette impression, moi je sais quand j'en parlais beaucoup avec pour le coup la team du Boxing Squad, Aldric Cassata, à qui on passe le bonjour, Manon Fiorot qui a été championne du monde IMAF et Axel Sola qui était numéro 1 pound for pound, amateur en IMAF. Et ils avaient dit la stratégie avec Axel c'était qu'il a fait je ne sais pas combien de combats en amateur, une quarantaine, peut-être même presque une cinquantaine, parce que l'idée c'était d'avoir affronté tous les profils possibles et imaginables et que quand il arrive en pro, il n'y a plus rien qui puisse le surprendre. Vous avez l'impression, là, puisque vous êtes plutôt proche de la fin de votre carrière amateur, le passage pro va être dans quelques mois, ou peut-être un peu plus vite pour toi, Paul, que pour Alan, mais vous avez l'impression d'avoir été formé assez bien, là, chez les amateurs, d'avoir vu assez de profils différents pour arriver sans surprise chez les pros? Je pense qu'avec les IMAF, c'est vraiment une expérience particulière où tu vois vraiment pas mal de profils différents, beaucoup de styles de lutteurs quand même. Et avec notre système qui se développe en France avec les organisations, avec des galas où il y a du public, il y a du monde, on est habitué aussi à gérer cette pression, qui est le public, mais. Oui, les profils, on a des différents. Il y a des strikers, il y a beaucoup de lutteurs, mais comme j'ai dit, vraiment, les IMAF, c'est la meilleure école. Les IMAF, c'est la meilleure école où on peut rencontrer vraiment tous les types de profils différents. Donc, on peut toujours faire plus. Moi, si je pouvais, je ferais encore 1 ou 2 ans. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. J'ai fait mes combats qu'il fallait, j'ai pris mon expérience. Là, j'ai envie de passer à l'étape suivante. Alan, tu l'as pris aussi comme ça, un peu, toutes ces années IMAF et amateur, avec ce grand cadre pour apprendre en fait ton métier? Ouais, moi c'est aussi un peu ça, je pense que j'ai fait un peu le tour des profils, à part vouloir faire des guerres debout, vouloir me mettre dans le dur, et à part ça, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, non mais bien sûr, c'est à un moment on a vu assez quand même aussi. Jérôme, je voulais rebondir avec toi. C'est quoi la stratégie globale de Hexagone, puisqu'on a l'occasion d'avoir le patron de cette organisation qu'on diffuse sur RMC Sport, autour de tout ça des amateurs? On a vu beaucoup de signatures. On en a un Walid Tandia que tu citais tout à l'heure. Je crois que sur la même carte, il y a Théo Ulrich qui doit combattre sur la carte du 10 janvier. On sent qu'il y a une volonté de mettre en avant le futur du MMA français et tous ceux qui brillent dans ces catégories amateurs. C'est une stratégie pensée, globale, définie? C'est une stratégie assez réfléchi, voire très réfléchi, mettre en avant les talents de demain au service d'aujourd'hui, si je puis dire. Quelle phrase de politicien, c'est beau. C'est le président pour eux, là. Président pour eux, les gars. Non, plus sérieusement, effectivement, au-delà de l'amateur, tu vois, c'est ce que tu disais par rapport au statut de l'amateur. Ils ont tellement de lumière. Walid Tandia, c'est pratiquement 20 000 abonnés sur Insta, juste pour donner un curseur. C'est vrai qu'un combattant pro a 20 000 followers, mais c'est très rare. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de communication, quand on met Walid Tandia ou un Hugo Vidal ou un Samba Sima, en fait déjà c'est identifiable. C'est identifiable et les fans, les suiveurs, ils ont envie de voir la nouvelle trajectoire de ces combattants qu'ils ont suivis. Et ils ont presque une filiation entre les fans et ces combattants-là. Parce qu'ils les ont suivis, ils ont vu les galères,
ils ont vu les petits shows, ils ont vu les compétitions internationales, donc ils se disent qu'est-ce que ça va donner au Zénith de Paris, au Zénith de Nantes, au Futuroscope de Poitiers, au Théâtre Antique d'Orange, dans l'écosystème Hexagone MMA, dans l'écosystème professionnel, parce qu'on est diffusé sur RMC, donc c'est une vraie plateforme. On est diffusé aussi dans 150 pays dans le monde. Donc c'est ça la réalité, c'est des combattants, des futurs stars, voire des stars. Après, c'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup utilisé, le terme star, mais en tout cas, c'est des figures qu'on aura envie de retrouver d'ici 2, 3, 4 ans dans les meilleurs niveaux internationaux. Et c'est pas anodin, je pense, qu'on soit tant attaché à ce monde amateur. C'est parce qu'on sait que le public français, en termes de consommation de sport, je le disais tout à l'heure, il est très dans le storytelling. Et tu sais, ça donne un petit peu cette sensation du joueur que tu as vu évoluer dans le championnat de France de basket qui se retrouve en NBA un petit peu. Tu as envie de suivre cette progression, de suivre ces gars, tu t'es attaché à eux. Et après, tu as envie de les voir briller et de voir un peu même tout autour d'eux monter avec eux, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai truc sur le MMA amateur, et l'équipe de France amateur, je pense que c'est aussi un très très gros facteur. Je pense que Paul a été parmi les personnes qui ont mis la lumière là-dessus, mais tu vois, quand tu sais qu'il y a tout ce sentiment d'équipe, que tu les vois représenter le pays dans les mondiaux amateurs, bah Alan en a fait partie, tu as envie de tous les soutenir en fait. Ouais, et après... je pense, pour te compléter, qu'il y a eu un gros travail fait par, je pense à French MMA sur les réseaux sociaux, qui vous a suivi en équipe de France, qui vient faire des reportages sur ces genres de compètes, et que ça a permis de faire gonfler un peu cette idée de vouloir vous voir chez les amateurs, puis derrière chez les professionnels. Tu le ressens quand même, parce que j'ai l'impression que depuis que cette stratégie est un peu plus mise en place, j'ai l'impression qu'Hexagone ça monte. Mais écoute, ça monte, c'est aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tu l'as ressenti? Après, on l'a clairement ressenti. C'est vrai que Hexagone MMA a maintenant 3 ans, c'est l'année de la maturité, la 4e année. Donc ça se ressent aussi en termes de communication, ça se ressent aussi en termes de choix sportifs. Et c'est vrai que on a démarré avec la légalisation du MMA, enfin quasiment en 2021. Et c'est vrai qu'au début, on avait choisi les Gaël Grimaud, les Carla Moussou. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment, on ne savait pas qui était encore Hexagone MMA. Aujourd'hui, Hexagone MMA, c'est une vraie compétition française, francophone, mais aussi internationale. Et maintenant, il y a un autre point aussi sur lequel je vais insister, on est une compétition éthique aussi, parce que je sais que ça avait été abordé dans notre émission, nous, notre matchmaker, moi j'ai pas de lien capitalistique avec lui, je n'ai pas un intérêt de mettre un combattant versus un autre, et aussi en termes de volume, j'impose à mon matchmaker Mathieu Nicourt d'en avoir que 2 combattants sur une carte. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Je sais que c'est un point qui me tient à cœur. Oui, mais c'est important, parce que moi je dis toujours, on reste une compétition de sport. Même avec les spotlights, même avec le Zénith, même avec la tournée partout en France, ça veut dire que les gens, ils consomment du sport. Donc si on leur donne une consommation de sport qui est déjà tronquée, avec des adversités qui sont, on va dire, pas à la hauteur d'un combattant, non, il faut qu'il y ait une vraie compétition et un vrai équilibre entre le matchmaking. Et tu penses, j'avais pas préparé cette question-là, mais tu penses que ça a un rapport aussi avec le fait, parce qu'en fait c'est hyper rare en France, Hexagone n'a pas été monté et n'est pas dirigé par des gens qui sont vraiment du milieu. C'est pas des combattants ni des anciens combattants, tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'avoue que ça a été au début... Avoir ce recul un peu plus peut-être que d'autres organisateurs n'ont pas. Alors moi, juste pour te dire, en fait, avec mon frère qui est aussi mon associé, et David Rothschild qui est l'un des fondateurs d'Hexagone MMA. Il a fait 10 ans de boxe en fait. Non, en fait, nous on travaille depuis 2005 autour du MMA, mais plutôt dans des fonctions de l'ombre. David Rothschild qui est un producteur de spectacles, donc en fait nous on a eu vraiment cette réflexion de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a envie de proposer? Et nous on a envie de proposer un spectacle, mais le spectacle au service du MMA. Voilà, parce que moi je reste aussi un amateur de MMA, donc c'est vrai que quand je suis en bord de cage, je travaille, mais effectivement, c'est là où je kiffe aussi. Et voilà, en fait, moi, si je kiffe pas dans mon propre événement, au pire, si j'ai honte de mon propre événement, parce que ça peut arriver, si par exemple une confrontation n'est pas, comme je le disais, équilibrée, moi, j'ai pas envie d'avoir honte, j'ai envie d'être à l'aise et d'assumer ce que je fais dont je fais la promotion. Pas de sentir un peu gêné devant un combat parce qu'il n'aurait pas dû exister ce combat-là. Par exemple. Ouais. C'est hyper important ce que tu dis, Alex, parce que, et attention, je suis pas en train de, c'est pas pour remuer, mais ils ont quand même essuyé des plats, je pense, au début. Hexagone, vous avez tenté beaucoup de choses. Là, on voit que le positionnement a vraiment travaillé, et je pense que c'est important, cette position vraiment d'avoir une conscience marketing, d'avoir une conscience vraiment de business autour du sport, et de pas être que
pas que chercher ses propres intérêts en fait. Je pense que le sport en avait énormément besoin et vous avez fait beaucoup de tentatives qui amènent à ça en fait. Il y en avait qui étaient plus ou moins réussis, mais je pense que c'est hyper important aussi de montrer qu'Hexagone, c'est aussi en essuyant des plates qu'ils ont réussi à construire quelque chose de vraiment solide, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, on va rentrer un peu dans ce débat-là parce qu'il est intéressant et je vous avais dit qu'on parlerait un peu de tout ça aussi. Tu le disais tout à l'heure et je le confirme, j'en ai fait, l'extrait a été partagé déjà, j'en ai fait dans l'émission avec Parnasse et Varala, j'ai fait un mini coup de gueule sur ça pour dire, et c'est peut-être un peu mon côté vieux con, hein, je l'assume au micro, qui regarde du MMA depuis près de 25 ans, et j'avoue que des gens qui sont à 0-0 en professionnel et que je vois faire des call-out à tout le monde ou dire c'est moi le crack et c'est moi le meilleur, ça me dérange un peu. Et ça me dérange, et en fait, je trouve que c'est hyper spécifique à la France. Je vois pas d'autres pays au monde où ça existe. Qu'est-ce qui fait que cet écosystème a été créé ? Paul, quel est ton avis là-dessus ? Pourquoi en France, contrairement à plein d'autres pays, je dis pas qu'on doit mettre notre modèle sur les autres pays, mais je disais, j'en rigolais avec Jérôme avant l'émission, si Islam Makhachev à 0-0 avait fait une story Instagram, je peux vous dire que le papa de Rabib Abdulmanap Nurmagomedov, il te l'aurait renvoyé pendant 15 jours dans une salle sombre sans pouvoir sortir. Alors je dis pas qu'il faut qu'on s'inspire de l'éducation à la dagestanaise, mais tu vois, il y a peut-être un middle entre ces deux trucs-là. Ouais. Comment tu t'expliques qu'en France, on ait créé cet écosystème-là ? Moi je pense que même si les combattants disent le contraire, tout le monde veut un petit peu de lumière. À ça, tout le monde cherche un peu de reconnaissance de toute manière dans son métier, on cherche tous à voir les fruits de son travail. Le MMA, c'est beaucoup d'isolation, d'entraînement, de souffrance dans son coin, à se taper tous les jours. Donc au bout d'un moment, on a envie d'avoir un peu de reconnaissance et que les gens nous disent bah t'as fait du bon travail, t'as un bon niveau. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à attraper la lumière de cette manière, mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Comme on disait tout à l'heure, moi j'essaie de travailler les réseaux sociaux pour apporter un engouement sur des combats, faire monter une rivalité, mais tout le monde comment dire, tout le monde ne sait pas le faire, mais c'est pas dans la nature de tout le monde. Ouais, et moi je répète une nouvelle fois, force à vous de le faire, tu vois, si tu arrives à faire ça, moi force à toi, et t'as raison. Price fighting une nouvelle fois, donc faire monter ta marque c'est bien, mais c'est un écosystème très particulier en France. Je vais te donner la parole Jérôme, mais Alan là-dessus, comment tu te situes ? Est-ce que tu avais l'impression en commençant ta carrière amateur que tu serais à ce point-là dans la lumière pour des combats amateurs, tu vois, ou c'est quelque chose qui t'étonne quand même ? Moi étonné non, parce que et après non, moi je pensais pas arriver là quand même, mais en travaillant de jour en jour, je voyais mon niveau évoluer, du coup et là, mes objectifs, ils sont encore plus hauts qu'au début. Du coup, ça arrête pas de monter. Du coup, je suis pas étonné, non. Non, et cette lumière sur les amateurs, elle t'étonne pas ? Non, elle m'étonne pas, non. Jérôme, tu voulais intervenir ? Non, je voulais rajouter aussi une notion qui est très importante aussi dans ce milieu, c'est la sincérité. Tu parles de cet exemple-là, mais en fait, Wally, pour ne pas le citer, il est comme ça dans la vie. Il est clairement comme ça. Donc en fait, pour moi, on ne peut pas lui reprocher d'être juste sincère. Et il a dû se dire un jour avec des potes, moi, Baki, je le prends anytime. Et il l'a dit. En fait, il l'a assumé. Paul, il a une autre façon de communiquer, mais lui aussi, il reste le Paul que l'on voit sur le réseau, c'est le Paul avec qui on peut parler tous les jours. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'importe. Si on joue, encore une fois, ça sonne faux, c'est pas bon. En fait, Wally, il a dit ça, ça lui ressemble. En fait, j'ai parfois peur. Tout simplement. En fait, pour aller au fond de la réflexion, j'ai parfois peur pour quelqu'un comme lui. On connaît le public français. Le public français, il est dur, intraitable. Oui, mais dur. Quand Cyril Gane, qui a été le seul à gagner une ceinture à l'UFC, tu fais un faux pas, tu fais une erreur, Jones l'exploite et te soumet en 2 minutes, c'est l'hallali total. Tout le monde se déchaîne sur toi comme si tu n'avais rien fait de ta carrière. Alors, Benoît Saint-Denis l'a vécu aussi. Tu vois, ça me fait peur parfois pour ces gamins, parce qu'à la première défaite pro de Wally, j'ai peur qu'ils prennent un raz-de-marée. Oui, mais après, si tu veux, c'est toujours pareil. Malheureusement, le cerveau, il enregistre plus la négativité que la positivité. Et c'est vrai que si on regarde notamment l'exemple que tu donnes par rapport à Cyril, il y avait beaucoup de gens qui le soutenaient aussi. Et c'est vrai que malheureusement, on a retenu la négativité. Donc en fait, les fans qui suivent vraiment l'athlète, il va dire t'as essayé, c'est pas grave, tu reviendras plus fort. Donc pour moi, le débat il est pas là. C'est juste que les haters resteront toujours essayons de s'écarter des haters plutôt que de leur mettre la lumière. Il faut utiliser juste le côté positif des choses. Ça, je peux te suivre bien. Sacha, toi, je l'ai dit ici, nous depuis plusieurs années déjà, RMC Sport essaye de faire vivre toute cette scène aussi amateur. Diffuser la MMA League, faire des streams et des lives où tu reçois, tu les as reçus, tu les as mis en avant, des grosses interviews. Comment, selon toi, il s'est fabriqué cet écosystème autour des amateurs qui est unique chez nous en France ? Et je pense que les médias, en fait, on a joué un rôle aussi, notamment RMC Sport, à essayer de faire
exister toutes ces histoires. Bah, très clairement, on est sur un sport qui est en train de se construire en France. Moi, au départ, je me suis vachement intéressé au MMA amateur parce que j'avais envie de connaître le futur, tu vois. C'est un peu comme dans tout, et de connaître finalement. Je me dis, 6-5 ans en avant, je connaissais ceux qui sont capables d'aller à l'UFC, c'est incroyable, tu vois, je pourrais briller en soirée et tout. Mais, enfin, Il brille déjà dans la rédaction, il nous fait du name dropping des fois, les gars. Vous avez vu, il y a celui-là, là, hop. Non, mais bien sûr qu'on y a contribué parce qu'il faut démocratiser ce sport qui aujourd'hui a un statut qui est quand même vachement hybride en France. Il est à moitié assumé, ultra populaire, et à moitié il dégoûte énormément de gens. Je vais pas te l'apprendre, Alex, tu le sais. Il y en a qui ne comprennent pas notre sport, et il y en a qui ont besoin d'être encore dans ces éduqués. locaux, il y en a. Ouais, et tu vois, on a besoin d'éduquer, et je trouve qu'il n'y a pas mieux pour éduquer justement que le MMA amateur, parce que les mecs, ils sont là tous les week-ends, ils se foutent, ils envoient 2-3 combats, ils font des sacrifices. Derrière, tu les vois, c'est plutôt bonne ambiance, et à chaque fois, je le réinsiste, les plus belles images que moi j'ai du MMA, c'est quand les mecs ont fini de se taper et qui se prennent dans les bras, et on sent qu'ils ont vécu ce truc ensemble. Finalement, il y a eu cette connexion de l'effort, de l'affrontement. C'est en train de se structurer. L'amateur peut être visible, et forcément le viewer ou le spectateur lambda, ça se trouve, il se rend même pas compte que c'est de l'amateur. Pour lui, c'est que du MMA, tu vois. Parfois, quand on diffuse des trucs sur Twitch, les personnes, ils arrivent même pas à se rendre compte si c'est pro ou amateur. Ils connaissent pas tant que ça le sport. Donc il y a aussi tous ces curseurs qui sont pas encore très élevés chez les gens. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que au final, le MMA existe de plus en plus. Et quand on a des bons représentants comme ces générations qui arrivent, parce que moi, je trouve que Paul, Alan, c'est le début, et Wally, etc., Samba, c'est le début des générations MMA qui vont être exceptionnelles, qui vont avoir tout compris, qui vont être ultra j'espère que dans 10 ans, on sportivement. sera devant vous tous et qu'on kiffera vos combats pro dans les meilleurs orgas au monde. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite et tout ce que j'espère qu'on vivra, c'est clair. C'est aussi on va dire le côté tardif du MMA, Jérôme, tu penses, qui a créé ça? Le MMA en France, on y était tous, ceux qui regardaient ça sur des vieux streams il y a 15 ans, on ne savait pas si ce serait un jour légalisé parce qu'il y avait des grosses forces qui essayaient de contrer ça. Ça a été légalisé qu'il y a 4 ans et demi maintenant. Et en fait, tu as l'impression que le bébé, il grandit très vite. Parce que pendant longtemps, le bébé, il n'a pas pu grandir. Et que d'un coup, maintenant qu'il y a la lumière, il grandit très vite. Parfois presque trop vite. T'as l'impression que c'est ça qui a installé ça aussi? Ouais, mais après il y a aussi un vrai monde de contradictions parce que quand on dit que le MMA a été légalisé en 2020, on oublie les Cyril Diabaté, les Anthony Rea, les Jess Loden. Il a été légalisé. La compétition en France a été légalisée en 2020. Oui, mais il y a une grosse différence. T'as raison. Exactement. Ouais. Donc il y avait déjà des athlètes, il y avait déjà des gens qui s'entraînaient à MMA sans avoir une licence de MMA. Donc ça c'est déjà un premier point, c'est-à-dire que le sport n'est pas né en 2020. Il a été légalisé ou il est né vers le grand public. Il a eu la reconnaissance. Mais clairement, c'est exponentiel, nous on le voit. C'est-à-dire que la tournée qu'on prépare, voilà, que ce soit à Lille, à Nantes, à Bordeaux, le Futuroscope de Poitiers, toutes les villes où on va, donc déjà, on est heureux parce que la marque Hexagone MMA commence à avoir une vraie notoriété, mais on est attendu. Et aussi, il y a une question par rapport à la légitimité. Avant, on me disait, ah, mais c'est violent, c'est une cage, il n'y a pas de règles. Maintenant, on n'est plus du tout dans cet aspect-là. On comprend le MMA. Et aussi, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'acronyme de MMA, il y a aussi le mot martial, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi, Alex, hors antenne. Le MMA n'est pas un sport violent. Pour moi, la violence, c'est quand on ne respecte pas les règles. Les deux combattants qui sont autour de la table, ils acceptent les règles. Ils savent qu'ils peuvent prendre des coups de poing, des KO, etc. Sauf l'adversaire de Alan en finale, mais c'est autre chose. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, un sport violent, c'est un sport qui ne respecte pas les règles. On a très peu souvent de règles violées en MMA, et c'est pour ça, pour moi, que le MMA est le sport le moins violent du monde. Et je pense que la Fédé aussi a essayé de créer un cadre où tu es obligé de faire un certain nombre de combats amateurs. Enfin, tu es obligé d'avoir un package de compétences de combat pour pouvoir passer professionnel. Et je respecte ça parce que... Ouais, t'as totalement raison. Il y a des pays où tu peux arriver, bam, professionnel direct. Mais t'imagines les risques, en fait. Genre t'as pas eu de formation théorique, pratique sur du combat. On dit bah tiens, on t'envoie combat pro comme ça, 0-0, mais tu peux te faire fusiller tout de suite, tu vois, tu peux tomber dans le pire des bourbiers. Et je pense que nos combattants français, avant l'égalisation de compétition, ils les ont connus, ces bourbiers. Donc c'est quand même aussi louable de voir que la Fédé essaye de créer un circuit dans lequel t'as vraiment cette prise d'expérience, cette prise de connaissance du combat, et ils vont pas t'envoyer chez les pros n'importe comment, tu vois, comme des poissons. Et justement, tu vas pouvoir construire un vrai écosystème professionnel avec des gens qui ont déjà de l'expérience et qui après vont pouvoir s'épanouir avec ce que tu disais, des coups de coude, des coups de genoux, toutes ces règles qui vont être différentes en pro. Et les combattants, comment vous le vivez aussi? C'est-à-dire, toi Alan, quand tu es au championnat du monde là en novembre, est-ce que tu te dis, bah, je suis dans ma carrière amateur et c'est de l'apprentissage, donc si je perds, bah, en fait j'apprends parce qu'on apprend dans la défaite et puis je grandis, ou est-ce que tu te dis, non, c'est mon objectif en fait, je veux être champion du monde, IMAF, donc la défaite,
Elle fait Ouais. vraiment rager. Ouais, Tu vois, c'est comment sûr. tu te situes? Moi, je suis un peu des deux avis. Tu grandis en amateur et tout, mais la défaite, elle fait très mal. Parce que en tant que combattant, t'as pas envie de perdre. Tu viens, tu te prépares pour gagner. Et quand il y a la défaite, bah, ça fait très mal. Paul, Voilà. un peu le même état d'esprit par rapport à ça? Oui, complètement. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup dans. C'est cette phase-là où on peut, entre guillemets, s'autoriser à perdre. Ouais, parce qu'en fait, excuse-moi de te recouper, mais vos défaites en amateur, elles existeront plus quand vous serez pro. Enfin, tu vois, on Si, en elles parlera. existeront Non, toujours. mais on n'en parlera pas. Ce sera au fin fond de la Ouais, page mais nous, on le d'apologie, sait. tu vois. Nous, Ouais. on le sait, et dans notre histoire, nous, Ok. on construit C'est notre carrière intéressant sur le long d'avoir ça. terme. Donc, évidemment, la partie amateur, elle compte pour nous. Quand on retracera notre histoire dans 10-15 ans, on se verra, ma carrière amateur, j'ai fait ça, j'avais perdu tel combat, mais je pense que dans les combats qu'on perd, c'est vrai qu'on apprend le plus aussi. Moi, je sais que les combats où j'ai perdu, c'est là où j'ai le plus appris, j'ai le plus grandi. Quand il y a des gros challenges, c'est là que je grandis le plus aussi parce que je me dépasse. Donc, ça fait partie du processus. C'est très difficile à accepter, ça fait extrêmement mal quand ça arrive, mais c'est pour ça que c'est essentiel de se donner à 100%. Si tu sais que tu as tout donné, tu as fait tout dans les détails, toutes les planètes étaient alignées, tu étais à 100% de ton potentiel, t'as pas gagné, elle est pas là, et c'est T'as rien comme à te ça. reprocher. T'as rien à te reprocher, toi t'as fait ton maximum, et puis le destin aura décidé autrement, mais en tout cas t'as fait ton maximum, et sans te mentir, tu sais que vraiment t'as fait les choses à 100% chaque jour pendant des mois. Pour finir sur ce débat un peu plus global, une question pour Sacha et Jérôme, pour le coup. On va où avec ça, les gars? Est-ce que dans 5 ans ou 10 ans, si on se retrouve, l'équivalent du Landouzi Dena de dans 5 ou 10 ans, ça se trouve, c'est le plus gros combat français de l'année? Parce qu'on a tellement développé ce truc-là que, tu vois, on en vient à faire des chocs plus attendus que les chocs pro. Vous pensez qu'on peut aller vers là? Non. Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'on peut avoir Je te provoque, tu me connais. Oui, non, mais je pense qu'on peut dans la avoir question. des très belles affiches amateurs qui peuvent remplir de super salles avec de la hype et tout. Mais bon, à partir du moment où l'UFC arrive à sold out un événement sans annoncer de combat en France, Alex, je pense qu'il y a quand même des lèvres un peu. Tu savais où j'allais aussi. Non, mais tu vois, l'équivalent, je fais de la fiction, hein. Mais t'as Ouais. 2 mecs qui sont à 25-0 en amateur, qui ont tous les deux été champions du monde et qui, pour leur dernier combat avant les pros, disent on s'affronte, tu vois, pour notre dernière en amateur. Tu pourrais créer un truc qui Ouais, serait en fait grave. gigantesque. Tu lui donnes des idées là, attention. hein. Ah non, mais écoute, Sacha. Ouais, bah après, faut que les mecs soient à 25-0, hein, donc je peux lui donner une idée, mais. Non, mais c'est là où je suis pas du tout d'accord avec toi, Sacha, parce que regarde, s'il y a quelques années, si en 2018 je te disais, en fait, l'UFC quand ils viendront, ils seront sold out en 10 minutes, jamais tu l'aurais cru. Ah, je sais pas. hein. On parle de J'ai 15 vu 000 la personnes, NBA quoi. arriver à Paris, j'ai vu des sold out sur plein de trucs. En vrai, je pense que les Français, on est un public de Yankee, on est des grands consommateurs de sport, tu vois. C'est-à-dire que à partir du moment où tu peux payer pour un truc exceptionnel, t'y vas parce que t'as envie de te distinguer. C'est un peu comme ça qu'on vit le sport en France aussi. T'as envie de montrer. T'étais à cet événement exceptionnel qui est là qu'une fois par an, la première fois de l'UFC, etc. Je pense que c'est un peu différent. Moi, je serais sur un double truc, Jérôme. Je pense qu'avant Conor McGregor, aucune chance. Oui. Après, Bon, alors du coup, ça casse toute moi. non, vas-y, vas-y. Donc tu as dit oui. Oui. Voilà, donc du coup, là où je veux en venir, plus sérieusement, c'est qu'aujourd'hui, avec la courbe et les performances médiatiques du MMA, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien en fait. C'est que dans 5 ans, on peut pas l'anticiper, clairement. Moi, en lançant en 2021 avec mon équipe Hexagone MMA, et bien là, on va faire encore un soldat vraisemblablement du Zénith de Paris, après celui du mois de janvier dernier avec Greg. Donc ça dit quelque chose. Cette année, on a quasiment que des jeunes en fait sur cet événement. On a des gars qui ont en général moins de 10 fights sur la carte. C'est ça la réalité, c'est ça qu'on raconte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut assembler chez Hexagone MMA et au MMA plus largement 5200 personnes, sold out un événement avec le futur du MMA qui est notre présent à nous. Donc pour répondre à ta question, faire un stade dans 5 ans avec deux combattants amateurs, moi je pense que je vais le signer, clairement. Ça arrivera, c'est sûr. Moi, je te le souhaite en tout cas. Moi, je te le souhaite. Je suis un peu plus. Mais tu comment seras dire pas invité alors, Sacha. Bah, sympa. Non, mais je suis un petit peu plus mesuré, mais c'est parce que, effectivement, comme tu le dis, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais Et puis tu sais, même la notoriété on en parlait tout à l'heure, si ce sport devient olympique, là on tape plus vers 2032, 2036 à mon avis, mais un champion olympique,
de MMA, Ah ouais. et bah tout de suite il est superstar en fait. Et ça c'est bien parce qu'on pourra remplacer le terme MMA amateur par MMA olympique, donc ça je signe, clairement. Et voilà, là je te donne des idées là, tu vois. Avec le futur champion olympique français, on pourrait donner quelque chose. On retourne un peu, on finit ce débat-là qui était hyper intéressant, je trouve pour le coup, c'est bien d'avoir pu en parler autant. On revient sur le combat quand même qui nous intéresse, je rappelle, Évidemment. 10 janvier, Zénith de Paris et sur RMC Sport, Hexagone MMA 23, Alan Landouzi contre Paul Dena. Les gars, tout à l'heure, Sacha vous a raconté en tant que combattant. J'aimerais vous entendre vous, sur vous-même, maintenant. Comment vous vous définiriez si vous devez parler à quelqu'un qui vous a jamais vu combattre tous les deux, comment vous définiriez votre style et qui vous êtes dans la cage, Alan? Bah, du coup, moi j'ai plus un style d'amener au sol, contrôle, ground and pound. Après, je suis déterminé. Je suis tout le temps à 100% à l'entraînement, tous les jours, 2 fois par jour. Et voilà, je me prépare à 100% pour être prêt le jour J. Paul? Moi, je dirais que j'ai commencé les sports de combat assez jeune et que j'étais vraiment pas, j'avais aucune prédisposition à performer en MMA, à faire une carrière, quoi que ce soit. J'étais plutôt correct à l'école, je pensais faire des études classiques. J'ai choisi de faire ce parcours plutôt particulier et que j'étais extrêmement déterminé à atteindre mon objectif, à vivre de ma passion. Donc, je me suis donné les moyens et c'est ma fierté aujourd'hui de pouvoir combattre avec un niveau bon, disons, être correct partout, avoir un minimum de sol, de lutte et de pied-point pour finir mes combats. Et tout ça, je le dois qu'à ma détermination, qu'à mon engagement quotidiennement, mois après mois, année après année. Donc ça, c'est ma plus grande fierté et je dirais que c'est comme ça que je me présenterai par le fait que je suis drivé par une détermination extrême. Alan disait 2 entraînements par jour, idem pour toi? Oui, idem. Je pense que quand c'est fait avec grosse intensité, c'est difficile de tenir un rythme plus haut. Il n'y a pas, à part dans les équipes de France amateurs, tu parlais, tu vois, Jérôme, de la boxe par exemple, où ils sont à l'INSEP et ils s'entraînent avec un but olympique. Sinon, le sport amateur, on s'entraîne pas 2 fois par jour. Dans votre tête, vous êtes des pros, les gars, Alan? Bon, on s'entraîne comme des pros. Après, on n'est pas encore des pros, mais on Ouais, dans s'entraîne ta comme... façon de vivre ton sport, tu le Ouais, vis c'est comme un ça. pro dans ta Je tête. pense que oui. Ouais. Ouais, clairement. Moi, je vis comme un pro. Maintenant, mon travail, c'est travailler les réseaux sociaux. Donc, ça reste une tâche que j'ai en plus. Mais globalement, je me concentre quand même principalement sur ma carrière sportive, sur mes entraînements. Donc, je vis de ça. Je m'entraîne, je me douche, je mange, je dors. Et après, je fais peut-être une petite story en attendant, mais entre deux. Sinon, c'est que les entraînements. Intéressant de rebondir sur ce que tu dis là. Est-ce que tu penses, fais un peu de fiction, mais que si tu t'étais pas du tout mis aux réseaux sociaux, tu vois, Complètement. rien du tout, Ouais. est-ce que tu penses que tu aurais plus progressé sportivement? Depuis, tu vois, si on prend depuis les 3 dernières années par exemple, est-ce que tu penses, Ok, j'ai mal compris la question. Est-ce que tu peux répéter ça? genre, t'aurais jamais fait de réseaux sociaux? Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais pu progresser plus Ok. sportivement parce que tu aurais été plus que sur le sportif en fait? Ah, c'est une bonne question. C'est de la fiction, donc Après, il y a tu la peux pas pression, être sûr hein. de ce que tu Tu sais, dis. les réseaux, ça rajoute aussi, j'imagine, Ouais. une forme de pression. Ouais, donc complètement. Bien ça sûr, force t'as à raison. progresser aussi, Exactement. peut-être. Et ça allait être ma réponse. Le fait de se mettre de la pression. T'as qui a plus un besoin de faire des interviews, tu fais Ouais, c'est vrai. Sacha fait Il tes va prendre la réponses place, c'est bon. directement. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne réponse. C'est ça que je pensais dire. C'est que en fait, ça me rajoute une pression, donc je suis encore plus engagé dans mes entraînements, encore plus concentré. Je m'accroche à chaque détail qu'on peut me souffler. J'ai moins le droit à l'erreur. J'ai donc. moins le droit à l'erreur, tout à fait. Donc ça fait que je suis vraiment à 100% lors des combats. Mon esprit il est clair, je suis clairvoyant, je suis lucide. Cette pression-là me permet de performer. Donc je sais pas, je pense pas parce que je trouve le temps déjà de m'entraîner très correctement 2 fois par jour avec une grosse intensité. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Enfin, peut-être négativement plutôt. Vous savez, quand on reçoit un combattant avant un combat, on lui demande toujours, c'est une question cliché de journaliste, hein, mais on lui demande toujours comment ça va se passer ton combat. Raconte-nous comment tu vas terminer ce combat-là. J'ai les deux, je vais vous le demander aux deux. Comment il va se passer ce combat et comment vous gagnez, puisque je vais pas vous demander si vous pensez que vous allez gagner, chacun va me le dire, c'est évident. Comment tu penses que tu gagnes ce combat, Alan? Bah, moi, je pense TKO 2e round. Ouais. Clair, concis. Paul? Magnifique. Tu me permettras d'émettre une nouvelle hypothèse. Moi, je dirais étranglement arrière, 3e round. Ok, Parfait. écoute, on verra. Pas de décision. C'est dès janvier. exactement. Ah non, pas de Déjà, du décision. spectacle, pas de Ah non. décision. Et je vais vous demander à vous deux, hein, je vais pas vous laisser en dehors du grill là. Sacha, Jérôme, comment il se passe ce combat? Ah ben moi au niveau pronostic, moi je peux te donner le mien. Ça va se passer devant 5200 personnes avec sûr de que t'allais grosses répondre ambiances et en direct sur RMC. Ouais, Donc ouais, je pense que c'est les fans qui y gagnent et aussi j'en profite pour vous remercier parce qu'ils jouent le jeu, parce qu'il y a des combattants qui ne veulent pas affronter des adversaires durs. Paul a eu l'honnêteté intellectuelle de respecter
respecté sa parole, donc je l'en remercie. Et toi, Alan, ça fait longtemps qu'on se court après, donc merci, on est ravis de t'avoir à Hexagon MMA. Merci à Donc toi. voilà, c'est les fans qui y gagnent. Voilà mon pronostic. Moi, je veux juste dire J'attendais que- rien de moins de ta part, Jérôme. Moi, je veux dire que je suis vraiment content d'affronter Alan. C'est un gros challenge. Je suis vraiment boosté. De performer le 10 janvier, ça m'excite vraiment. C'est un gros défi. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, juste, je suis vraiment content C'est cool. de cette date. Alan, Ça si t'as fait une plaisir réponse. en tout cas, Ouais. merci. Et c'est cool, parce qu'on l'a dit quand l'émission Varela et Parnasse, et je le répète ici, c'est cool de voir du respect aussi. Et, tu vois, de pas. Je me disais peut-être que dans celle-là, il se chaufferait un peu plus que l'avait fait Wilson et Saladin, mais il y a du respect et on adore ça parce que c'est ça les sports de combat aussi à la Mais base. il y a de la tension quand même, on le Voilà. sent dans les yeux. Une tension important. respectueuse. Voilà, Une c'est tension ça. respectueuse. C'est ça. Ouais. Sacha, tu donnes un peu ton avis sur ce combat. C'est difficile peut-être de donner un gagnant, mais Alors, un gagnant, je serais incapable. Vraiment, il y a plusieurs angles en fait dans ce combat. On connaît le style d'Alan. Il va essayer de te mettre la main dessus concrètement. Il va essayer de t'amener au sol, de te contrôler. Donc, c'est à voir à quel point seront en place les défenses de lutte de Paul, qui maîtrise quand même bien cet exercice-là. Mais c'est vrai qu'Alan est un pur spécialiste. Je mettrais quand même un avantage à Paul debout, parce que je pense qu'il a plus de variété et la capacité de surprendre un petit peu Alan. Donc, franchement, moi, c'est un combat qui me hype vachement, dans le sens où ils apportent des choses qui ne sont pas les mêmes en fait. Donc l'un peut tirer son épingle du jeu et c'est la beauté de ce sport en fait. toi qui es très calé sur cette scène amateur, c'est un des plus gros combats là. Tu vois, dans ce qui était possible d'organiser en France entre deux amateurs. Pour moi, On est sur le il y a eu deux combats qui ont été faits récemment qui sont exceptionnels. Il y a ce combat-là, il y avait le combat entre Bafodé Gassama et Anthony Nantois pour un petit peu la hiérarchie des moins de 93 amateurs qui était aussi très 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 relevé. Mais ouais, non, ça je pense que c'est le meilleur fight amateur, ouais. Très clairement. Jérôme, est-ce que tu as un petit truc à rajouter autour de ce combat, une petite anecdote, quelque chose, n'hésite pas. Ben, une petite anecdote, c'est que c'est clairement un objectif qu'on avait en tête. Voilà, donc c'est toujours très appréciable de voir la fiction être conjuguée avec la réalité, donc ça c'est bien. Mais voilà, que le meilleur gagne pour ce fight. Clairement, comme je le disais, il faut aussi dire à ces jeunes combattants que l'objectif reste le pro. On a la chance d'avoir une vraie plateforme amateur pour leur permettre de performer, mais ouais, on va donner une super plateforme pour ce combat amateur qui sera le combat amateur de 2025. Et je complète ma dernière question à toi par une autre. Ça t'embête pas, le promoteur, toi, de te dire que tu es en train de former, et c'est ta stratégie, tu le disais tout à l'heure, le futur du MMA qui est notre présent à nous, de former des gars qui, s'ils explosent, exploseront sans doute ailleurs. Alors Alex, je te corrige, parce que là c'est la réalité de fin 2024, mais qu'est-ce qui te dit qu'en fin 2025, on aura la possibilité de leur proposer les vrais contrats, Tout à fait. parce qu'un écosystème grandit, parce que le MMA a une vraie attractivité. Donc nous, dans notre objectif, c'est justement qu'on sera à terme capable de les retenir, parce qu'il y a de sacrés avantages aussi de combattre à prime time, à la maison, avec des sponsors qui sont capables de te suivre et non pas dépendre de notre ami Dana White qui va peut-être te matcher un an Alors, après comme notre ami Cyril. Tu prêches un convaincu. Voilà, Je dis, il y a beaucoup d'autres organisations et le 12-12 de l'UFC en premier contrat pour galérer à l'Apex et être appelé une Exactement. fois par an pour combattre, c'est pas juste le seul horizon possible dans la vie. Donc, Je le dis tout de suite. pour répondre à ta question, l'objectif, ça va être de les garder, mais on aura cette conversation en 2026. Ok. Et avec des gars comme ça, je pense, dans un écosystème professionnel qui met en avant les organisations et les événements pro en France, je pense que c'est top en termes d'image, en termes de personnages, en termes d'identité, de ce qu'ils représentent pour le sport. Ce serait, s'ils restent et qu'ils font une bonne partie de leur carrière pour en France, vraiment tout le MMA français va gagner et même toute la France va gagner, je pense. On est très très pour que le MMA se développe et que nos talents restent aussi et nous proposent des affiches ici. Et des affiches, ça je le répète aussi, et c'est cool d'avoir des combats comme ça ou comme le Parnasse Varela, franco-française. Moi j'en ai marre des gens qui me disent à la UFC faut pas que les Français s'affrontent. C'est comme ça qu'on est un grand pays de MMA. Les Américains ils se questionnent plus quand ils s'affrontent entre eux, les Brésiliens ils se questionnent pas quand ils s'affrontent entre eux. Pour être un grand pays de MMA, faut assumer qu'on ait beaucoup de champions et qu'ils puissent se rencontrer à des moments, que ce soit sur la scène française ou internationale. Avant de conclure cette émission, messieurs, un message de chacun pour le public. Vendez, vous avez le micro, on est sur RMC, vous avez 30 secondes chacun à essayer de vendre. Pourquoi il faut venir voir Landouzi Donna le 10 janvier au Zénith de Paris? Paul. Je pense qu'il faut venir voir ce combat parce que c'est, comme on l'a dit depuis le début, c'est un gros duel franco-français. On va venir chacun pour la tête de l'autre. Il y aura 9 minutes où on va s'arracher la tête et lui va vouloir m'amener au sol et moi je vais vouloir le cogner, mais voilà, ça va. Au final, il y aura un finish, on vous l'assure d'un côté ou de l'autre, mais je penche pour le mien. Alan,
ton petit message au public. Comme il a dit, ouais, venez nombreux parce que moi je suis prêt à faire une grosse guerre pendant 9 minutes et je peux assurer que ça va pas aller à la décision et ce sera du mien. Ça donne envie, Sacha, hein? Moi, je suis hyper chaud et le pire, c'est que c'est pas le seul combat de la carte. Donc vraiment, regardez l'événement, kiffez ce combat qui est juste une crème de la crème du combat amateur. Profitez bien des autres combats parce que vous allez découvrir des nouveaux talents et tous ces mecs-là, de toute façon, il faut les suivre. C'est le futur du MMA, hein, tout simplement. Merci beaucoup à tous. Merci Jérôme Pourru, merci Paul Merci. Denain, merci Alan Landouzi. On suivra ça avec grand intérêt. Je le rappelle, 10 janvier, Zénith de Paris, un Zénith qui sera plein, Jérôme, on n'en doute pas. Et sur RMC Sport, bien sûr, pour le gros choc franco-français amateur du début d'année. J'espère que vous n'avez pas mal pris ma prudence de vieux con, hein, sur les amateurs. Non, Mais- aucunement. Voilà, vous savez tous ici au Fighter Club, je donne mon avis et je le cacherai jamais sur ce que je pense là-dessus. Mais c'est cool de voir un beau combat comme ça et qu'il puisse remplir une salle aussi, parce que ça va être une grande partie du fait que le Zénith soit rempli, j'en doute pas. Une seconde, Jérôme. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club et le dimanche pour le Fighter Club Sunday. Salut Paul, salut Alan, salut Jérôme, salut Sacha, à très vite. RMC Fighters Club.